Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Medi 1 TV Afrique. Votre édition d'information c'est maintenant et voici les titres qui font l'actualité. À la une donc de l'actualité internationale, le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem que Donald Trump pourrait annoncer aujourd'hui. Dans un message au président américain, le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds issu de l'Organisation de la coopération islamique, a souligné sa profonde préoccupation. Le Maroc et le Portugal ont rappelé leur volonté de donner un nouvel élan à leur coopération bilatérale et plusieurs accords multisectoriels ont été signés lors du forum économique conjoint tenu à Rabat. Et au Sénégal, le Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale. Il a ainsi défini sa feuille de route axée sur le social, l'éducation et la lutte contre le chômage des jeunes. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. Le roi Mohammed VI s'est exprimé hier à propos du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il a souligné sa profonde préoccupation. Dans un message au président américain, le souverain, président du comité Al-Quds, issu de l'Organisation de la coopération islamique, a fait part, je cite, de la grande inquiétude des États et peuples arabes et musulmans. Selon le roi Mohammed VI, ce pas est susceptible d'avoir un impact négatif sur les perspectives d'une solution juste et globale au conflit palestino-israélien. Tous les détails maintenant avec Khadija Ersan. Les États-Unis vont-ils transférer leur ambassade à la ville occupée de Jérusalem et ainsi reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël? Sur la base d'informations faisant état de l'intention de concrétiser ce projet, Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, a adressé un message au président américain Donald Trump. Le souverain y a exprimé sa profonde préoccupation personnelle, ainsi que la grande inquiétude ressentie par les États et peuples arabes et musulmans. Dans la même correspondance, le souverain a également exprimé sa réprobation vigoureuse de toute action de nature à compromettre le caractère multiconfessionnel de la ville sainte d'Al-Quds ou encore à altérer son statut juridique et politique. Toujours dans ce message adressé au chef d'État américain, Sa Majesté le roi Mohammed VI n'a pas manqué de rappeler l'identité historiquement unique d'Al-Quds et sa symbolique politique de poids d'un côté et de l'autre des efforts engagés par le président Trump depuis son investiture en faveur de la relance du processus de paix entre les parties palestiniennes et israéliennes. Et au souverain de mettre l'accent sur le rôle de parrain joué par les États-Unis dans ce processus de paix. Rappelons que Sa Majesté le roi Mohammed VI s'est exprimé en tant que président du comité Al-Quds qui émane de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, organisation qui comprend 57 pays, soit plus d'1 milliard de citoyens. À cette occasion, le roi Mohammed VI, en tant que souverain du royaume du Maroc et président du comité Al-Quds, issu de l'Organisation de la coopération islamique, a réitéré, je cite, la solidarité forte et constante du royaume avec le peuple palestinien, frère dans la défense de sa cause juste et de ses droits légitimes, notamment concernant le statut d'Al-Quds al-Sharif. Le souverain a également exprimé sa réprobation vigoureuse de toute action de nature à compromettre le caractère multiconfessionnel de la ville sainte ou altérer son statut juridique et politique. Tout en saluant le rôle et l'action du roi Mohammed VI, le président palestinien a exprimé la profonde préoccupation de l'autorité palestinienne quant aux conséquences graves de cette décision américaine sur le processus de paix au Moyen-Orient et sur la sécurité et la stabilité dans la région. Et selon un responsable américain, c'est donc aujourd'hui que Donald Trump pourrait reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël en dépit des mises en garde des dirigeants de la région qui redoutent une flambée de violence. Prévue à 18h GMT, l'annonce du président américain pourrait faire capoter les efforts de paix de son gendre et conseiller, Jared Kushner, chargé de trouver une issue au conflit israélo-palestinien. La Chine, elle, s'est déclarée aujourd'hui inquiète et dit craindre une escalade dans la région. Ankara et Londres ont également mis en garde le président américain des conséquences d'une telle position. Mais l'exécutif américain estime que retarder la reconnaissance de Jérusalem comme capitale n'a de toute façon en rien aidé pour arriver à la paix. Toujours selon le responsable de l'administration Trump, ce dernier ne fixera pas de calendrier pour ce déménagement qui devrait prendre des années. Les appels contre une telle décision aux conséquences imprévisibles continuent de tomber en cascade. Plus de détails maintenant avec Anissa Araou. Les réactions des différentes parties palestiniennes ne se sont pas fait attendre.
À l'unisson, elles ont exprimé leur position ferme vis-à-vis de l'intention du président américain Donald Trump de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Notre position et celle du président Mahmoud Abbas est très claire. Si l'ambassade américaine déménage à Al-Quds, cela va à l'encontre du droit international et c'est inacceptable pour nous. Si cela arrive, ce sera un obstacle au processus de paix, voire probablement sa fin. Même son de cloche du côté du Front démocratique pour la libération de la Palestine, qui revendique Jérusalem-Est, partie palestinienne occupée par Israël, comme capitale de l'État indépendant auquel ils aspirent. Ils appellent à la résistance du peuple. Nous devons renforcer le mouvement populaire. Il est important d'exprimer l'unité du peuple palestinien à Gaza, en Cisjordanie et dans les camps des réfugiés, afin de souligner qu'Al-Quds est la capitale de l'État palestinien. Au cours d'une réunion des pays membres de la Ligue arabe au Caire, son secrétaire général a affirmé mardi que la décision américaine de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem reviendrait à en faire la capitale d'Israël. Déménager l'ambassade américaine contribuera à changer la situation politique et juridique d'Al-Quds. Ce déménagement va mettre un gros point d'interrogation sur l'engagement des États-Unis concernant le processus de paix et représentera une véritable provocation pour le monde arabe. La présidence palestinienne ne laisse pas clairement apparaître si Donald Trump avait signifié à Mahmoud Abbas son destin d'engager immédiatement le déménagement ou s'il s'agit d'une nouvelle déclaration d'intention à long terme. Riyad, vieil allié des États-Unis, a néanmoins mis en garde contre la colère des musulmans si ce pas était franchi. Et puis toujours hier, Donald Trump a informé le roi Abdallah II de Jordanie de son intention de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, la Jordanie qui est gardienne des lieux saints musulmans de Jérusalem. Au cours de leur conversation, le roi jordanien a lui aussi mis en garde Donald Trump contre les conséquences dangereuses d'une telle démarche. Et cette décision pourrait donc avoir un impact négatif sur le processus de paix, la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde. Les explications maintenant de Sandrine Mansour-Meriem, historienne, spécialiste du Proche-Orient. Personne ne comprend la stratégie. Monsieur Kushner, qui est son gendre, disait que lui-même était sur la voie d'établir des accords entre Israël et Palestine. C'est-à-dire qu'il voulait être celui qui allait régler le conflit. Et là-dessus, son beau-père annonce qu'il va mettre l'ambassade à Jérusalem, ce qui est tout à fait contraire à toute initiative de paix. Donc c'est complètement incohérent et d'après quand même tout ce qu'on peut lire à droite et à gauche, personne n'est en mesure de dire quel est l'objectif derrière la décision de Trump. Parce que si ça explose de partout, à un moment donné, je ne sais pas si les Américains vont être en capacité de contrôler l'ensemble du bouillonnement planétaire, parce que je rappelle, ce ne sera pas que les pays musulmans qui bougeront, mais y compris les pays chrétiens. Monsieur Macron a quand même réaffirmé qu'il ne trouve pas ça du tout judicieux, puisque l'idée c'est qu'on se conforme au droit international. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux à un moment donné où il faudrait plutôt calmer le jeu sur cette région. La coalition arabe dirigée par l'Arabie Saoudite a intensifié aujourd'hui ses frappes aériennes contre les combattants houthis au Yémen. Des dizaines de frappes aériennes ont visé en effet les positions houthis à Sanaa et dans les autres provinces du nord du Yémen. Le mouvement chiite soutenu par l'Iran a assis ces derniers jours son emprise sur la capitale Sanaa après avoir tué son ancien allié, l'ex-président Ali Abdallah Saleh, coupable à ses yeux d'avoir tenu la main à l'Arabie Saoudite et mis en déroute ses partisans. Le Koweït s'est engagé à poursuivre ses efforts de médiation dans la crise opposant le Qatar à l'Arabie Saoudite et ses alliés lors du 38e sommet des pétromonarchies du Golfe, marqué par l'absence du roi Salman d'Arabie Saoudite. Ce sommet du Conseil de coopération du Golfe était le premier depuis la grave crise ayant vu l'Arabie Saoudite et trois de ses alliés rompre en juin leurs relations diplomatiques avec Doha, menaçant l'existence même de cette alliance. Le Maroc et le Portugal ont rappelé leur volonté de donner un nouvel élan à leur coopération bilatérale à l'occasion de la 13e session de la réunion de haut niveau tenue à Rabat. Le chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani et le premier ministre portugais António Costa se sont réjouis de l'excellence des liens de coopération unissant les deux pays. Compte rendu, Anissa Araou. Une franche poignée de main qui illustre cette convergence des points de vue entre le Maroc et le Portugal.
Le chef du gouvernement marocain, Saad Eddine El Othmani, et son homologue portugais, Antonio Costa, ont présidé le forum économique luso-marocain. Bon, été une rencontre plus que des voisins entre des premiers ministres de deux pays amis et qui veulent renforcer ces relations du point de vue culturel, du point de vue de l'éducation, de l'effort commun pour notre développement, notamment sur le point de vue économique et dans la coopération bilatérale, mais aussi dans nos deux continents, soit en Europe, soit en Afrique. À la tête d'une importante délégation composée de membres du gouvernement portugais, de hauts responsables et d'hommes d'affaires, Antonio Costa effectue une visite de travail de 2 jours au Royaume. En termes d'échanges économiques, le Maroc s'est imposé comme un partenaire commercial important du Portugal, se plaçant comme le 4e partenaire du Portugal hors Union européenne, après l'Angola, les États-Unis et le Brésil. L'année dernière, le Maroc a enregistré un volume des exportations de 7 milliards de dirhams, dont 1,5 milliard de dirhams vers le Portugal. Les exportations portugaises de biens et services vers le Maroc ont augmenté de 18,5% en 2016, tandis que les importations ont progressé de 12,2%. Les entreprises portugaises semblent aussi de plus en plus intéressées par le marché marocain, considéré comme une porte d'entrée au monde arabe et au continent africain. Environ 200 firmes portugaises sont déjà présentes au Maroc. Et sachez que 12 accords de coopération ont par ailleurs été signés dans plusieurs domaines stratégiques visant à renforcer la coopération Maroc-Portugal. Signature intervenue lors d'une cérémonie coprésidée par le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, et le premier ministre portugais, Antonio Costa. Ces accords couvrent notamment les domaines économiques, énergétiques et culturels, ainsi que la coopération triangulaire dans des pays tiers, mais aussi la santé et la fonction publique. Au Sénégal maintenant, le Premier ministre a fait son grand oral à l'Assemblée nationale. C'était pour présenter sa déclaration de politique générale face aux députés de la 13e législature. Mahammed Boun Abdallah Dionne a donc décliné sa feuille de route axée sur le social, l'éducation et la lutte contre le chômage des jeunes. C'est un compte-rendu d'Amadou Sabarba et Sanoussi Sané. Un chrono de 2h30 a suffi au Premier ministre pour lire sa déclaration de politique générale. Devant les parlementaires de la 13e législature, Mahammed Boun Abdallah Dionne a montré les axes stratégiques de sa politique horizon 2019. Cette cohésion sociale sera d'autant plus renforcée que des milliers de jeunes accéderont à des emplois décents et seront moins tentés par des aventures périlleuses. Que les efforts des travailleurs du secteur informel comme formel, des paysans, des pêcheurs, des éleveurs, des artisans, seront rémunérés à leur juste valeur. L'éducation, la formation et l'emploi des jeunes occupent une place importante dans la nouvelle politique du gouvernement. D'ici 2030, 3500 jeunes bénéficieront de formations dans les domaines de l'horticulture, de l'aviculture et du tourisme. Faisant allusion à la longueur du discours du PM, les députés de l'opposition parlent de bilan sur les réalisations de son gouvernement plutôt que d'une déclaration de politique générale. Surtout déplorer la longueur. Je pense que c'était de redite, parce que vous savez que nous sommes en session budgétaire depuis maintenant 1 mois et demi, donc les ministres sectoriels sont passés dans les commissions techniques. Ce qu'on lui demande de nous dire, c'est sur quoi les fondements sûrs et forts de cette justice pour que nous tous, nous soyons égaux devant la loi. Voilà pour moi le grand cadre dans lequel cette déclaration de politique générale devrait s'inscrire. La deuxième déclaration de politique générale du Premier ministre s'est faite en pleine session budgétaire. À la place des questions de justice et de politique attendues par l'opposition, Mahammed Boun Abdallah Dionne a préféré le volet social du plan Sénégal émergent. Et avant de clore cette édition, voici cette très triste nouvelle qui touche la chanson française et le monde de la musique en général. La star française planétaire Johnny Hallyday est décédé. Il est mort cette nuit à l'âge de 74 ans. Il est décédé des suites d'un cancer du poumon. C'est son épouse Laetitia qui l'a annoncé. Johnny Hallyday était l'icône du rock à la française avec des morceaux tels que Je t'aime, Allumer le feu ou encore Quelque chose de Tennessee. Ces tubes ont accompagné toutes les époques pendant plus d'un demi-siècle. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles. Retrouvez dans quelques instants les revues de presse Monde et Afrique.